Salut les footix et bienvenue dans la VAR. Aujourd'hui, on est en région parisienne et on a rendez-vous avec un acteur essentiel, un acteur fondamental même pour le bon déroulé d'un match de foot. Je parle pas d'un grand attaquant ni d'un meneur de jeu, mais bien du juge d'un match de football, l'arbitre central. On va discuter aujourd'hui avec Quentin Verrier, arbitre amateur, créateur de contenu, joueur de foot aussi, et on va voir avec lui que les arbitres sont aussi et surtout des passionnés de football. On va revenir avec lui sur son parcours, sur son expérience, sur son rapport avec les joueurs, avec les coachs et sur l'agression dont il a été victime il y a quelques mois. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à l'Avar-du-bas FC sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de la boîte à souvenirs du foot français. Et un remerciement tout particulier à The Vault Showroom, une jeune marque tourangelle qui nous a gentiment prêté cette petite pépite de t-shirt pour le tournage d'aujourd'hui. Bon, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cet épisode d'aujourd'hui qui s'annonce vraiment instructif, donc allez, on rentre au vestiaire. Bonjour Quentin. Salut. J'ai l'habitude de dire on rentre au vestiaire. Bon là, tu nous reçois ici, chez toi. Mais merci déjà de nous accorder un petit peu de ton temps, surtout en week-end, parce que j'imagine qu'il doit être assez chargé Effectivement. de ton côté. On va revenir ensemble à l'aide de certains petits maillots qui sont juste ici sur la fonction d'arbitre, sur tes responsabilités, sur les actualités aussi de cette passion au niveau amateur et sa profession au niveau professionnel. Pas toujours réjouissante malheureusement, mais Ouais. euh, c'est important d'en parler. Et surtout avec toi, parce qu'on va le voir ensemble, tu es aussi joueur et passionné de football, forcément. Bien sûr. Donc ça va être très intéressant. Pour démarrer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter, nous dire depuis quand tu es joueur, depuis quand tu es arbitre et à quel niveau tu évolues sur chacun des deux aspects. Ok. Merci à vous en tout cas d'être venu, parce que vous venez de loin et c'est un plaisir de vous accueillir ici dans mon petit environnement. Donc moi je m'appelle Quentin, j'ai 27 ans, joueur de foot à mon humble niveau depuis mes 6 ans et arbitre du coup depuis que j'ai 21 ans. Donc ça fait déjà à peu près 6-7 ans. Donc voilà, j'ai été inscrit au foot par ma mère qui voulait absolument que je fasse du sport. Et cet amour du football m'a suivi, notamment à 21 ans, après avoir vu pas mal de choses en tant que joueur, en tant qu'éducateur. J'ai voulu tenter la fonction arbitrale, mais on y reviendra, je pense, un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Bah, en fait, tu m'offres, je crois, la meilleure transition de l'histoire de la VAR. Ça fait plaisir. Parce qu'on va passer au premier maillot. Donc tu viens de nous dire, tu es arbitre depuis 6 ans, 2019 je crois, Ouais, quelque chose comme ça. exactement. Alors, on rêve souvent de devenir grand footballeur, grand attaquant, ailier, très technique, grand gardien éventuellement. Pas toujours de devenir arbitre. À quand ça remonte cette envie comment c'est arrivé cette envie de s'engager pour cette fonction? Justement, c'est une analyse et une réflexion entre guillemets que je me suis fait tout seul avec la maturité qui commençait à gagner mon corps au fil du temps et une réflexion aussi, celle de me dire en tant que joueur, je cours beaucoup, je touche le ballon en fait entre 1 minute 30 et 2 minutes par match. J'étais numéro 9. Donc c'était tout devant, voilà, pas énormément de ballons Mhm. dans le match, je courais beaucoup dans le vide, prenais pas mal de coups mine de rien. Et comme une envie de se dire, je suis stimulé mais pas assez et j'aimerais bien voir peut-être autre chose. Et donc je me suis dit, pourquoi pas la fonction arbitrale. J'ai été coach pendant 3 ans auprès de jeunes, U6, U7, U8, U9, donc c'est sympa, ça m'a permis aussi de gagner en maturité, de gérer un groupe, gérer la Mhm. logistique derrière les matchs, en l'occurrence, Les gérer parents. les parents, les séances d'entraînement. Comment est-ce qu'on devient arbitre? Quel cursus, quel parcours il faut intégrer pour pouvoir occuper cette fonction? Pas forcément très compliqué. Moi, j'ai eu 2 week-ends du coup de formation, donc Ah, ok. c'est samedi dimanche et samedi dimanche. Bon, c'est Ok. juste que les 2 semaines sont assez intenses si on est à l'école ou au travail la Ouais. semaine. Mais en tout cas, voilà, on apprend les connaissances théoriques. Du coup, des lois du jeu, donc les motifs de faute, les motifs d'avertissement, les motifs d'exclusion, et on apprend après plus sur une partie terrain, voilà comment est-ce qu'on, quelque chose de bête, mais comment est-ce qu'on signale une faute, comment est-ce qu'on signale une touche, Les euh, gestes. exactement, Ok. comment est-ce qu'on, encore plus bête, comment est-ce qu'on siffle dans le sifflet, parce que c'est pas inné et il faut avoir
beaucoup de sifflets parce que c'est dans l'image de l'arbitre également. Et D'accord. donc voilà, sur le premier week-end, c'est assez, ouais, voilà, vraiment que de la théorie. On voit un peu des exemples, des vidéos, des bouts de match. Et on détermine ensemble quelles seraient là où les décisions à prendre Mhm. potentiellement, faute pour telle ou telle équipe et sanctions s'il doit y avoir. Et après, sur le deuxième week-end, on est plutôt sur effectivement donc des QCM notamment et surtout un examen en fin de cycle, le Ok. deuxième week-end, pour savoir, un peu comme le code de la route et le permis, savoir si déjà on a les connaissances théoriques pour arbitrer et pour manager un match à la fin de ce deuxième week-end et en cas de validation en soi de l'examen, on est après désigné sur un match officiel comme un vrai arbitre. Et là, l'objectif, parce qu'il y a un observateur qui vient voir effectivement la performance du nouvel arbitre et voir effectivement s'il est capable de manager une rencontre, s'il a une bonne condition physique, s'il est Mhm. cohérent au niveau des sanctions, d'un point de vue administratif, s'il fait bien ce que, ce qu'on attend de lui. Mhm. Et à l'issue de la validation théorique et pratique sur un match d'arbitrage, il est nommé du coup arbitre officiel. Ok. Et comment ça se passe le premier match? C'est pas tout de suite, c'est avec des catégories de jeunes, c'est directement en senior? Comment Ça ça se passe? dépend, ça Ça dépend? dépend l'âge du candidat. Ah Ça oui, dépend ok. l'âge du candidat. Ça peut être en jeune, ça peut être donc voilà sur des 14 ans, sur des 16 ans, sur des 18 ans, ou bien sur des seniors directement. Mais voilà, ça dépend globalement de l'âge du candidat. Moi, j'avais D'accord. 21 ans au moment où je me suis lancé Ok. et j'ai arbitré un match de U18, donc des jeunes qui avaient entre 17 et 18 ans. Ok. Donc il y avait quand même ce rapport d'âge notamment qui instaurait une certaine Grand simple. bain, quoi. Exactement, surtout que c'était un derby, Ah c'était ouais. premier contre T'ont pas fait de deuxième, cadeau. aucun cadeau, aucun cadeau. Premier contre deuxième, et je me rappelle, le score termine à 2-1. Je fais, Ok. je fais pas un bon match. Ouais. Un seul carton jaune, beaucoup de tension, beaucoup de coups. Mais bon, voilà, je suis un peu perdu. Mais ça m'a pas pour autant empêché d'être validé et de continuer à exercer ma passion aujourd'hui. Ok. Un bon match, c'est un match où on met beaucoup de cartons ou justement c'est un match où ça se passe bien? Ah, c'est intéressant. Euh, en vérité, moins on met de cartons dans le match, euh, plus ça veut dire que la rencontre, en théorie, s'est bien passée, Mhm. sans tension, sans mauvais gestes, sans comportement antisportif, etc. Donc nous, l'objectif, si on sort d'un match avec aucun carton jaune ou très peu, on est très content. Ouais. Ça m'arrive rarement, parce que l'objectif, c'est pas non plus de léser l'équipe qui subit la faute ou qui subit tel ou tel comportement. Donc il faut amener un peu de la pédagogie, mais il faut savoir aussi sanctionner quand il le faut. Puis ça fait moins d'administratif à la fin du match aussi. Exactement. Après, il faut savoir que l'administratif, il se fait, Fait partie du job. ça fait partie Ouais. du job, mais on a vraiment de l'administratif à faire pour des comportements graves en Hmm, ok. soi euh, et pour les exclusions, où là le rapport du Mhm. coup est obligatoire. Mais ça m'est arrivé de faire des rapports pour indiquer à la commission certains éléments sans même qu'il y ait eu de carton rouge. Ok. Ça peut être le cas pour des envahissements de terrain, pour des bagarres générales après le match. Pas Ouais. forcément de carton rouge de sortie, mais pour autant, il faut quand même en parler, il faut quand même sanctionner. Ok. Ok, ça marche. Et je crois que, comme pour les équipes et les championnats, vous avez aussi, vous, les arbitres, un système de montée et de descente. Comment ça se passe exactement? Ouais, c'est exactement ça. Donc le système de promotion-relégation n'est pas forcément connu de tous, entre guillemets. Mhm. Le football, c'est le sport peut-être le plus suivi en France. Les arbitres sont souvent critiqués, etc. Mais au-delà de ça, euh, très peu de personnes connaissent un petit. Et pourquoi est-ce que c'est telle ou telle personne qui arbitre en Ligue 1 et pas Ouais. un tel qui semble tellement mieux? Et ben c'est pareil, un système de promotion-relégation tout au long de l'année, notamment parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais on est observé sur un 2 3 4 matchs, voire même plus pour les arbitres professionnels qui sont en Hmm. Ligue 2, Ligue 1. Et c'est un observateur, souvent un ancien arbitre, donc qui Mhm. connaît son milieu et qui est légitime effectivement à juger la performance de tel ou tel arbitre, qui vient voir effectivement sur le terrain et sur une multitude de facteurs, sur l'approche sportive en termes de conditions physiques, si effectivement l'arbitre est au niveau et aux attentes effectivement, ou s'il ne l'est pas. Et à la fin, effectivement, selon les retours de chaque observateur, il y a promotion en fin de saison, donc pour la saison suivante,
maintien dans la division actuelle ou malheureusement relégation, ça peut arriver. Donc non, pas évident du tout, mais ouais, une vraie école de la vie, parce que moi je suis arrivé en étant un timide presque maladif, très peu confiance en moi, et au fur et à mesure des matchs et au fur et à mesure des performances en soi, des retours de chacun, etc., bah, on se dit qu'à notre humble niveau, on permet à ce que le match se passe bien dans la majeure partie des cas, et on fait tout pour. Mais ouais, effectivement, ça transcende en tant qu'arbitre mais aussi en tant que personne. Ok. Et alors, pour finir cette première partie d'interview, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblent tes dimanches? Ok, un, 100% foot. un dimanche type. Ouais. Ok, intéressant. Alors, en règle générale, ça commence avec un réveil assez tôt. Assez tôt, 7h30, 8h, bah, quand on a travaillé toute la semaine, on est plus ou moins habitué, le corps est réglé, mais on aimerait bien profiter du dimanche pour se reposer un petit peu. Ou du samedi soir. Ou du samedi soir, effectivement. Effectivement, de temps à autre, ça peut être intéressant aussi de profiter de samedi soir, enfin du samedi soir. Et du coup, ouais, bah, réveil ouais, 7h30, 8h. Et en tant que joueur, puisque je suis encore joueur cette année, en parallèle effectivement de l'arbitrage, moi je joue le matin, les matchs ont lieu à 9h30, donc le rendez-vous c'est généralement 8h30 hein, quand on joue à domicile. Donc jouer le matin, effectivement, fin à midi 30. Et ça me laisse pile poil le temps pour manger un sandwich assez rapidement et me rendre en voiture effectivement jusqu'à la ville, au club du coup où j'arbitre effectivement l'après-midi. Fin de match généralement entre 17h et 17h30. Après voilà le temps de rentrer, etc., de se faire un petit peu à manger, de se faire un automassage des jambes très important parce que physiquement ça aurait été dur un Et petit peu ouais, toute deux la journée. rencontres, hein. Ouais, une en tant que joueur, une en tant qu'arbitre. Et en tant qu'arbitre, on court autant, si ce n'est plus, qu'en tant que joueur. Donc non, en fin de journée, bien fatigué. Et puis bah, après, on regarde le match le samedi soir, le dimanche à 21h. Comme ça fait une journée foot à 100%. Et puis le lundi, moi j'ai la chance d'être conseiller bancaire, donc c'est repos. Et ben super, je te propose qu'on passe au deuxième maillot. Allez, Choc. j'ai Ce deuxième. j'ai l'impression de signer dans un club. Félicitations. Tu sais, Ouais. c'est la petite Ouais, photo. exactement. Mercato d'été. Exactement. T'es la recrue très attendue Et avec le de numéro 11. l'Olympiakos. Et le numéro 11, exactement, c'est les mêmes couleurs. Et le numéro 11 qui donne une idée un petit peu Ouais, exactement. sur le poste en lui-même. Et ce deuxième maillot, il est très important parce que on vient de le voir, tes week-ends, ils sont marqués par deux types de matchs, ceux que tu arbitres et ceux que tu joues. Est-ce que déjà tu peux nous présenter le club dans lequel tu joues, ton équipe, le niveau de ton équipe et très important, le poste auquel tu évolues? Ah, très important. Donc moi je joue au club de Maisoncelles, donc c'est un petit club familial au sein de la Seine-et-Marne, donc le département où j'habite. Considéré comme le plus petit club de France, parce qu'effectivement, on n'est qu'une seule équipe dans notre club. On est environ 25 licenciés seulement. Ok. Donc c'est plutôt cool. Tout le monde se connaît là. Et tout le monde se connaît, la ville est assez petite, et pour autant, on arrive à créer un certain climat vraiment positif autour de nos matchs. On a un community manager de folie qui partage un petit peu nos exploits du dimanche, qui sont pas toujours des exploits d'ailleurs, mais voilà, qui partage un peu voilà, sur l'actualité de la ville. On arrive à faire des matchs à domicile avec 30, 40, 50 spectateurs, ce qui est pas mal pour un club de Hmm. district et surtout pour un si petit club parce que ben, on n'a pas de catégorie jeune ou quoi que ce soit. Et puis, du coup, ta dernière question, c'était par rapport au poste. Ouais. Très important le poste. Numéro 11, donc plutôt ailier gauche, sans me jeter de fleurs, hein. Pas du tout, loin de là derrière, parce que je suis très modeste. Gaucher, droitier? Plutôt droitier. Donc, Ok. profil un peu à la Neymar. Mais Ah, attention, ok. mais attention, il faut On pas. la garde, ça, ce il- passage, on le garde. il faut pas non plus Non. abuser des termes, mais plus sur le fait de un peu voilà, techniquement, un peu la vitesse, T'aimes etc. éliminer. Ouais, plutôt sur l'élimination et sur le fait de revenir vers son pied droit pour potentiellement frapper. Et après, mon pied gauche n'est pas mauvais non plus, donc un débordement et puis un petit centre pied gauche. Mais après, quand je parle de mon pied gauche, j'ai très exactement 0 passe D avec mon pied gauche cette saison, donc pas une grande réussite, Ouais. mais j'essaye en tout cas.
Je l'ai fait. C'est tenté au moins. Exactement. Alors je disais en introduction que ce maillot, il est très important, enfin moi, à mon sens, très important dans l'échange qu'on va avoir parce que ça permet d'expliquer peut-être à ceux qui nous regardent que les arbitres sont avant tout des passionnés de foot. C'est vrai. Dans la plupart des cas. C'est vrai. Je pense même d'ailleurs que 80 à 90% des arbitres en vrai ont déjà joué au foot Ok. dans leur vie. Et c'est le cas aussi des arbitres professionnels qui, quand on leur pose la question en interview, qui disaient, c'est le cas de Clément Turpin, de Benoît Bastien, des arbitres connus et reconnus sur le territoire Mhm. national, qui ont tous déjà dit que voilà, ils ont joué en tant que joueurs. Et puis après, pareil, en quête de nouvelles sensations, ils ont essayé voilà, de nouvelles fonctions. Mais pour une bonne compréhension du jeu, pour une bonne compréhension du jeu, pour une bonne compréhension des actions, pour comprendre parfois aussi l'état d'esprit des joueurs, la frustration Ouais, ouais. de donner une faute ou de pas donner une faute, ou de certains mots, certains ne sont pas excusables. Il y a la règle et l'esprit de la règle. Parce que sur le papier, une insulte, peu importe l'insulte que c'est exclusion, motif, tient des propos injurieux, grossiers ou blessants. C'est la règle. Et après, dans notre application de la règle et dans le fait de pas forcément la suivre de A à Z, puisqu'on a aussi notre appréciation à nous, euh, une insulte à destination d'un coéquipier qui ne serait pas vraiment une insulte, mais plutôt un propos un peu limite, on va dire, avec voilà, de la frustration, etc. On peut soit parfois laisser passer, Mhm. soit effectivement faire un rappel à l'ordre rapide en disant numéro 7, j'ai entendu tout à l'heure là-bas, normalement c'est carton rouge. Comment on fait? Vous voulez rentrer au vestiaire avant tout le monde? Quelques petites phrases comme ça qui montrent qu'on ne peut pas tout, faire non plus tout sur le terrain et que derrière la règle en elle-même, il y a l'application de la règle et ce n'est pas une application stricte, en tout cas des lois du Ok. jeu. Et derrière même, au niveau de l'avantage, etc., qui sont des parties assez intéressantes du football, là-dessus, ça c'est l'arbitre en soi qui va manager sa partie. Soit globalement, il peut laisser effectivement le jeu se poursuivre, avantage sur avantage, et malheureusement, ça peut tendre parfois un peu les joueurs qui vont subir des fautes et qui auraient préféré malheureusement des fois que ce soit sifflé. Donc c'est un bon équilibre. En fait, il faut un bon équilibre Hmm. entre je laisse jouer parce que le football est avant tout un spectacle Ok. et il faut que ce soit plaisant à regarder même dans nos plus faibles divisions départementales. Mais en même temps, je protège aussi les joueurs parce Hmm. que à laisser l'avantage tout le temps, tout le monde prend des coups et les esprits peuvent s'échauffer. Est-ce qu'il t'arrive encore de râler après un arbitre en tant que Ah, joueur? aïe, 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 la terrible question. Euh, je reste dans la compréhension en soi de l'arbitre et je connais la difficulté de la fonction, donc ça sera jamais des paroles inacceptables ou Mhm. jamais une attitude en soi intolérable que moi-même j'accepterai pas sur un terrain. Mais en tant que joueur, et tous les joueurs que j'ai arbitrés me l'ont déjà dit, en fait sur le papier, enfin, sur le terrain c'est la compétition, à la fin du match on se serre la main, il n'y a aucun Oui. souci. Mais il y a aussi cet aspect-là, même en tant qu'arbitre, ça m'arrive malheureusement, et à juste titre, parfois de ne pas être en totale harmonie avec les décisions prises par l'arbitre, qu'ils soient bénévoles ou officielles. Ouais. Mais pour autant on fait avec et c'est plutôt moi qui fais tampon vis-à-vis des collègues qui sont dans la contestation que moi qui suis vraiment l'élément perturbateur. Mais ça m'arrive de ne pas être d'accord avec eux à juste titre. Et de montrer mon mécontentement, mais toujours De manière argumentée, en plus. argumentée ou légère, voilà, Ok. sans être dans la démesure. Je le répète, nous on est sur une division départementale 2, championnat du dimanche matin, qui n'est même pas un championnat qui est effectif dans tous les districts et toutes les ligues de France. Mais voilà, il a le mérite d'exister et au moins on est champion de quelque chose. Bah ouais, ça fait un titre. L'armoire à trophées est remplie. Voilà, Exactement. exactement. Ok, super content. Eh ben, je te propose de marquer une petite pause. C'est la traditionnelle mi-temps de la VAR et on Allez, reprendra nos maillots un petit peu plus tard. allez. Juste avant de démarrer cette mi-temps, j'ai une petite question. Mhm.
quand on est arbitre amateur, qu'est-ce qu'on fait lors de la mi-temps? Oh, très intéressante question. Et j'ai même envie de te la retourner, cette question. Qu'est-ce que tu penses qu'un arbitre fait pendant la mi-temps? Déjà, tu bois, tu t'hydrates, Ouais, très très important. important. Non, mais je pense que peut-être que tu annotes des choses que tu aurais oubliées. Faire un petit peu le bilan de la première. Ouais, et bah, c'est intéressant. En vrai, tu es sur du vrai. Ouais, hydratation, très important. Bon, je passe tout ce qui est pipi, etc. Ça, on s'en fiche. Ça n'a pas de Ok, plus, ça n'a pas de yes. plus-value. Important Euh, aussi. mais en tout cas, ouais, surtout l'hydratation, très important. Moi, ce que je fais, et s'il y a eu des avertissements effectivement pendant cette première mi-temps, essayer de revoir, revisualiser effectivement quels sont les joueurs qui ont été avertis, quels sont les joueurs qui sont pas loin d'être avertis, surtout du repos, pour décompresser vraiment, relâcher un petit peu la pression. Et puis, ça passe souvent quand je peux et quand je ne suis pas à côté des vestiaires des joueurs, passer par une petite musique plutôt relaxante Ok. pour se permettre d'appréhender de la meilleure des manières la deuxième mi-temps. Et t'es tout seul par contre, parce que les arbitres de touche à ton niveau, ils sont bénévoles, c'est Ouais, un chaque club en fait. ouais, c'est ça, Ok. exactement. Donc, les arbitres bénévoles, eux, potentiellement font leur vie, mais ils ne nous rejoignent pas. En tout cas, c'est vraiment un petit moment à nous. Mhm. Et après, à un niveau plus élevé, effectivement, à partir du premier niveau départemental, en régional, et puis évidemment après encore plus haut, les arbitres rentrent à 3 ou à 4 au vestiaire. Ok. Et puis, c'est l'occasion de débriefer un petit peu sur certaines actions qui auraient pu être litigieuses, mais il faut aussi se reposer. Ok. Bon, petite mi-temps, mais quand même avec un petit peu de réflexion. Quelques petites questions très rapides pour mieux te connaître toi, ton rapport à l'arbitrage, ton rapport aussi à l'environnement direct de l'arbitre. Euh, Question courte, réponse courte, mais tu peux quand même un petit peu argumenter si tu en ressens le besoin. Ok. Ton rituel d'avant-match en tant qu'arbitre. Quelques petites phrases de motivation personnelle, un peu comme un mec qui se parle tout seul en disant allez Quentin, tu peux le faire. Pour la mi-temps, c'est allez Quentin, la première mi-temps s'est bien passée, pas de raison que ça se passe mal pour la deuxième. Ok, C'est très intime ce que je vous partage là. C'est très intime. Mais la question était pertinente, donc j'y réponds de manière pertinente. eh bien merci pour ça. Ton idole dans l'arbitrage, s'il y en a une. Ok, Ou la personne peut-être que tu prends comme exemple parce que tu penses que c'est un arbitre j'aime bien ou une arbitre. j'aime bien la pédagogie, la prestance, la cohérence des décisions de Benoît Bastien, Mhm. qui est un arbitre de Ligue 1, arbitre international également. Ton idole en tant que joueur, Ah, intéressant. ça va Euh, être un ailier, je pense. Mon idole en tant que joueur, je me suis jamais vraiment posé la question, Ah, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie dans ok. leur style de jeu. euh, mais si je devais en citer une, un peu de mon époque, je dirais quand même Cristiano Ronaldo, j'avoue. Ok. Parce que sa longévité, sa discipline extraordinaire, euh, bah, c'est fou à 40 ans de voir qu'il est encore capable, malgré des blessures et tout, de performer à haut niveau, c'est magnifique. Sachant que certains ont pris leur retraite à 34-35 ans, quoi, c'est fou. Une rencontre que tu rêverais d'arbitrer, un niveau que tu aimerais. Que je rêverais d'arbitrer, Ouais. Là, tout est possible, hein. tout est possible. Une rencontre même. Euh, Bah, si on peut vraiment rêver de tout, On rêve. bah allez, un match international où je suis obligé, avec ces deux équipes, de parler en anglais, sortir vraiment de sa zone de confort au maximum, opposant le Real de Madrid au Bayern de Munich. Voilà. Oh, ok. Ouais, C'est en plus, des fois, ça a été c'est des matchs en termes d'arbitrage qui n'ont pas été si évidents que ça. effectivement des matchs très sympas. Un joueur que tu verrais bien prendre le sifflet. Jérôme Cahuzac, pourquoi? Parce Ouais. que je crois qu'il a le record de cartons rouges en Ligue 1, entre 16 et 18 si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de frustration, beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Et pour autant, on a un arbitre qui est ancien joueur qui le fait très bien, Gaël Angoula, Ouais, bien sûr. qui a un parcours vraiment admirable et qui n'a pas été un joueur tout doux à l'époque où il était encore sur les terrains, mais sur d'autres fonctions. Je pense qu'un un joueur qui a du tempérament, qui a du répondant et
qui a une vraie personnalité, parfois un peu trop, peut effectivement prendre le sifflet et faire un bon arbitre parce que naturellement, il a le charisme et la prestance qui font qu'on va le respecter. Un autre sport dont l'arbitrage pourrait t'inspirer. Évidemment, la réponse elle est prévisible, je dirais le rugby. Ok. Moi, je me régale à écouter et pourtant je ne suis pas vraiment fan de rugby. Je regarde d'ailleurs aucun match. Mais des fois, je tombe sur des vidéos d'arbitres qui portent le micro parce que le top 14 et Mhm. la Fédération française de rugby encouragent ces pratiques-là et ça fait carrément partie en fait des matchs. Et on voit justement l'arbitre qui porte un micro, qui parle avec les joueurs, parfois avec du répondant, et très souvent avec du répondant. Et ce qui est très amusant, c'est que les arbitres sont, par rapport aux joueurs, qui sont des armoires à glace, les arbitres sont tout fins, et pour autant, ils se permettent d'avoir du répondant Ouais. avec des joueurs, et les joueurs se vexent pas, ils prennent un jaune, ils sortent, ils prennent un rouge, ils sortent, ils se font un peu taquiner, ils taquinent aussi un peu. Le rapport entre l'arbitre et le joueur est carrément plus sympa dans le rugby. Ouais. La moquerie d'un supporter ou d'une supportrice qui t'a fait le plus marrer. Ah ouais, ok, ouais, super. Euh, Très simple, et je pense même que tu peux l'avoir, et en plus on est concernés tous les deux. Monsieur l'arbitre, tu mettras des guillemets sur cette citation. Monsieur l'arbitre, tu as des lunettes, mais tu ne vois rien. Ah, ok. Et ça, Ok. c'est très drôle. Ok. Et ça, c'est très drôle. Et après, il y a tout son lot de variantes du style. Monsieur l'arbitre, je connais un très bon opticien, si vous voulez, par Pas exemple. mal. Pas Voilà. mal. Donc c'est quand même très sympa. Et puis après, sur le ton de l'humour, des supporters qui ont un micro, qui ont un mégaphone, et qui, même quand tu es de l'autre bout du terrain, t'entends un petit peu, tu les entends voilà, s'exciter un petit peu et parler de toi. Tant que c'est pas méchant, Oui. tant qu'il n'y a pas d'insultes, tant que c'est pas sur ta famille, etc., c'est ok. Moi, j'ai toujours rigolé par rapport aux lunettes. En tout cas, je trouvais que c'était assez amusant. Et ça m'a suivi, puisque aujourd'hui, sur Instagram, mon nom, c'est l'arbitre à lunettes. C'est comme En ça que du coup, effet. je me suis un peu identifié. Et donc, c'est un peu devenu une marque de fabrique, quoi, finalement. Tu préfères arbitrer une rencontre tendue, un peu indécise, ou un 6-0 facile à arbitrer, il n'y a pas de répondant? Très simple. Évidemment, une rencontre tendue. Ok. Évidemment, une rencontre tendue, parce que en soi, c'est voilà, toujours cette stimulation, sans qu'il y ait trop de difficultés, mais cette difficulté quand même Mhm. dans les matchs qui est assez intéressante dans notre fonction. Le meilleur type de coach pour un arbitre? Le meilleur type de coach, un coach qui est bon dans l'échange, qui est OK pour échanger sans utiliser un ton qui est inapproprié, qui est OK pour échanger et qui n'a pas forcément un mot plus haut que l'autre, ou une fois ou deux fois dans le match, on va pouvoir aller se voir et échanger sur certains faits de jeu. On peut être en désaccord, mais où les propos restent quand même courtois et où effectivement ça se passe bien de part et d'autre. Et le meilleur type de capitaine? Meilleur type de capitaine, ah, les capitaines qui vont vraiment faire tampon avec leurs collègues, parce que c'est pas souvent le cas, mais les capitaines qui prennent vraiment leur rôle de capitaine au sérieux et qui n'hésitent pas à recadrer leurs joueurs quand leur comportement est plus forcément adapté. Super. Eh ben merci pour ta sincérité. On repasse à nos maillots. Allez, Et c'est parti. Là, on passe à un moment un petit peu plus difficile, un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même intéressant de l'évoquer parce que ça fait malheureusement partie de la vie d'arbitre, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel, malheureusement. Pour replacer un petit peu le contexte, je crois qu'on est dans un tournoi de quartier, la Coupe ouais, des Nations, si je ne dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. On est dans le dernier match de poule, le premier contre le deuxième. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui arrive? Ouais, effectivement, match sans enjeu, mais match avec de l'enjeu quand même, puisque dernier match de poule, les deux équipes veulent finir première pour avoir un tirage un peu plus intéressant pour les quarts de finale qui arrivent en soi juste après, même si les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc l'arbitre assistant me lève son drapeau, je vais échanger avec lui. Ses remarques et commentaires me donnent pas forcément envie de le suivre, donc je prends la décision de ne pas le suivre et de suivre en soi mon instinct, puisque j'étais pas si mal aligné finalement, du coup d'accorder le but, et c'est là où le capitaine effectivement de l'équipe qui perdait 2-0, au début et sur un ton très véhément, voilà, se rapproche à
1 m 70, 50 cm de moi, c'est vraiment très très proche, avec une grosse voix, un ton très très fort. Je prends la fuite, puisque c'est un peu ce qu'on nous apprend en soi en formation dans ce type de cas de figure, plutôt ne pas chercher le conflit et reculer. Je siffle pour reprendre le jeu, et là effectivement j'entends une menace en soi par rapport à ma personne, en me disant globalement que j'allais pas sortir d'ici, mais c'était des menaces voilà, vraiment très très fortes et très choquantes. Et j'ai pas du tout aimé voilà, ce qui s'est passé, surtout devant autant de personnes, pour un événement organisé par une association pour faire vivre la ville pendant la période estivale. Mais surtout le fait que cette personne n'a pas exprimé de regret, ça m'a profondément affecté. Le soir même, la personne a vécu sa vie et moi j'étais avec mes doutes. Donc c'était vraiment je pense, la période la plus difficile à vivre de mon côté concernant l'arbitrage. Ouais. C'était la première fois que tu subissais une agression physique Ouais, 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 ou une effectivement. agression tout court d'ailleurs? Ouais, ouais, effectivement. Après, voilà, il y a plusieurs types d'agressions, entre guillemets, certaines plus dramatiques, graves et avec plus ou moins de conséquences. Mais c'était la première fois que, ouais, pour le coup, j'ai jamais été bousculé ou quoi que ce soit. Et puis là, on touche quand même à l'uniforme en soi de l'arbitre. Ça m'a fait, ça m'a profondément affecté. On a plutôt en formation, c'est assurément de fuir en soi dans la mesure du possible ben, ce type d'acte pour éviter effectivement que ça se passe, que ça se produise. Évidemment, on n'a pas encore les chiffres consolidés de cette année, mais j'ai lu à plus de 210 selon pardon, plus de 110 selon la Fédération française de football. Est-ce que toi, tu trouves que le climat il est devenu plus tendu récemment Ok. ou c'est parce qu'on en parle plus? À titre personnel, je ne sais pas s'il y a plus ou moins de violence effectivement qu'il y a quelques années, mais en soi, oui, voilà, en le filmant, en le partageant, ben, en soi, nous, même à 500, 1000 km, même parfois plus de distance, on prend connaissance du coup de cette agression, de cet agissement. Et bah, ça fait rebond et addition avec toutes les autres agressions qui peuvent effectivement arriver effectivement sur le territoire français ou ailleurs. Et une par ici, une par là, une dans cette région, une dans l'autre, tout ça additionné fait qu'aujourd'hui ben, on en parle beaucoup parce que on en a connaissance. Je pense qu'il y en avait également avant parce qu'on ne peut pas empêcher des personnes, malheureusement, on ne peut pas maîtriser les faits et gestes de chacune des personnes. Et puis les mœurs évoluent avec le temps et leur tempérament. Et pour autant, c'est vraiment effectivement dans ces catégories-là où c'est le plus dur, à mon sens, de manager des matchs. Donc effectivement, pour moi, ça a été de plus en plus dur, mais parce que la difficulté était de surcroît croissante aussi. Mais après, est-ce que c'est plus dur pour un arbitre, effectivement, d'arbitrer en 2020 plutôt que d'arbitrer en 1990? Ça, pour le coup, j'aurais pas forcément la réponse. Et toi qui as la double casquette joueur, arbitre, qui a même été éducateur, Oui. si j'ai bien compris, quelles seraient les priorités pour pouvoir endiguer cette problématique? Est-ce qu'on est plus sur de la formation, sensibilisation ou pour toi, c'est vraiment de la sanction? Ça regroupe, alors il n'y a pas d'idée magique, malheureusement, il n'y a pas Hmm. de solution magique. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'un bon mix de tout ce que tu viens de dire en amont, c'est la solution effectivement pour endiguer durablement effectivement les violences dans le football. Il faut déjà faire de la prévention et je tiens à saluer quand même les éducateurs d'équipes de jeunes qui, en règle générale, font quand même figure d'exemple et se tiennent quand même globalement bien Hmm. au niveau des coachs de jeunes et qui n'hésitent pas à sanctionner leurs joueurs qui ne sont pas forcément dans les rangs, dans ce qui est attendu, dans l'attitude exemplaire qu'on attend d'un joueur, et ce dès le plus jeune âge, hein, dès 6 ans, dès 8 ans. Donc ça c'est plutôt très bien, ça passe par de la prévention, donc en intervenant dès le plus jeune âge et dès les premières années de football. Et après, malheureusement, même en ayant eu une très bonne formation, on peut évoluer personnellement, changer un peu de tempérament, changer de fréquentation et malgré tout laisser place à la bêtise. Ça peut Hmm. arriver aussi. Et par contre, là, du coup, dans ce cas de figure, et c'est vraiment mon propos, c'est vraiment effectivement le fait de sanctionner effectivement ce type d'acte qui nous permettra effectivement de dissuader, malheureusement, s'il faut en arriver là, il faudra le faire, mais de dissuader effectivement bah, de futurs joueurs d'effectuer ce type d'acte avec des sanctions exemplaires. Ne serait-ce que dans mon département, il y a un joueur qui a pris 14 ans
14 ans de suspension pour avoir bousculé un arbitre. C'est une sanction énorme, mais énorme aussi au regard des conséquences psychologiques que ça peut avoir sur les arbitres et sur les individus en eux-mêmes. Est-ce que toi, tu as pensé, après, tu parlais d'une agression physique, d'une agression verbale, est-ce que ça t'a traversé l'esprit de ne plus arbitrer? C'est vrai qu'évidemment, ce type d'expérience, ça nous fait réfléchir. On se dit que dans le cas de cette agression, moi, je termine ma journée de travail à 18 h, je viens, je donne de mon temps, quasiment pas d'indemnisation, mais c'est pas forcément ce qui est demandé, mais plus je viens rendre service, prendre du plaisir, parce que Éduqué. l'arbitre, exactement, sensibiliser, permettre à un match d'avoir lieu. Et au final, la conclusion, c'est que quelqu'un me manque clairement de respect, ne me respecte pas en tant qu'arbitre, en tant qu'individu, en tant que Mhm. personne, et se permet devant des centaines de personnes de commettre ce genre d'acte. Donc oui, effectivement, ça, plus d'autres agressions, d'autres matchs en soi sans plaisir, font que finalement, est-ce que le dimanche après-midi, j'ai pas plutôt envie d'être chez moi, de me relaxer après une semaine de travail éreintante? Ouais, peut-être. Donc oui, oui, c'est une réflexion que j'ai pu avoir. Par chance, cette agression a eu lieu, du coup, par chance plus ou moins, a eu lieu à la fin juin, début juillet 2024. Donc c'était pour moi clairement une fin de saison, parce que c'était un tournoi qui avait lieu pendant à la fin du coup de la saison régulière. Et donc j'ai coupé avec l'arbitrage pendant l'espace de 2 mois, parti en vacances, etc. Donc pu penser à autre chose. Et à la fin septembre, du coup, à la reprise effectivement de la saison, ça faisait quasiment 3 mois que j'avais pas arbitré. Donc ça commençait limite à me manquer. J'ai envie de dire que c'est arrivé un peu au bon moment parce que ça m'a permis aussi de couper vraiment avec l'arbitrage. Mhm. Et pour le coup, ça a été vraiment positif pour moi. Ok, bon, c'était bon signe. On va passer au quatrième maillot, un sujet un petit peu plus léger. Pour ce quatrième maillot, on passe, je le disais, je te laisse peut-être le montrer aux gens qui nous regardent, mais on passe à un sujet un petit peu plus léger. Il est temps de parler de tes vidéos. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, simplement tu publies peut-être un peu moins depuis quelques temps, mais des formats de résumé de match Oui. où toi tu disposes d'un micro, donc on t'entend interagir avec les joueurs, prendre tes décisions. Et tu reviens à la fin de ces vidéos avec une synthèse un petit peu Ouais. générale sur ce qui s'est passé ou revenir sur une décision qui peut être litigieuse, prêtée à débat. Comment elle t'est venue cette idée? Qu'est-ce que tu voulais faire avec ces vidéos? Créer des vocations? Alors, c'était pas forcément l'ambition au début, maintenant beaucoup plus finalement. L'objectif, alors moi j'ai toujours bien aimé en fait partager ce que je faisais sans en partager trop, mais en tout cas sur certains univers de vie, j'ai commencé à partager un petit peu ce que je vivais. Le format de quelqu'un qui filme et l'arbitre qui porte un micro permet d'humaniser un petit peu l'arbitre. Et les retours que j'ai eus sur les premières vidéos, bien qu'elles manquaient énormément de qualité, en tout cas sur l'idée, en tout cas, pas sur forcément le fond, mais plutôt sur la forme, ont quand même été globalement bien appréciés. Et ça m'a donné envie voilà, d'investir peut-être dans du matériel plus qualitatif, que ce soit au niveau du micro, au niveau de la caméra, pour continuer à véhiculer un petit peu ce message de l'arbitre ne déteste pas le football, l'arbitre aime le football, comme vous messieurs, et l'objectif c'est juste qu'on passe un bon moment sur le terrain. Donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait partie intégrante de ma vie d'arbitre en soi. J'ai beaucoup de joueurs quand je les arbitre le dimanche qui me demandent alors monsieur l'arbitre vous filmez aujourd'hui ou pas. Donc c'est assez amusant maintenant à voir cette image même qui me suit sur les terrains départementaux, c'est assez amusant. Il y a eu des retours sur des vidéos qui t'ont rendu un peu fier, où tu te dis ouais là c'est vraiment utile ce que je fais. Ouais, des messages, et parfois j'en rigole en disant que c'est plus mignon qu'un message d'amour. Alors c'est peut-être pas vrai, mais c'est des messages de la part de certains viewers à la base qui par la suite sont certains devenus des amis. Donc ça c'est top. Et des personnes que je connais pas vraiment, avec qui on n'a pas de lien particulier, qui m'envoient un message voilà, sur les réseaux, sur YouTube en disant voilà, salut Quentin, merci pour tes vidéos, c'est ultra motivant, en te voyant, etc. Pas forcément que moi, on est plusieurs arbitres à le faire
et certains même le font encore mieux. Mais en tout cas, en voyant ta vidéo, en voyant voilà, ton match là, j'ai eu envie d'essayer, j'ai passé ma formation, j'ai été validé, maintenant je suis arbitre départemental, Trop bien. peut-être le début d'une belle aventure, etc. N'hésite pas si tu as des conseils ou quoi que ce soit. Et donc certains se sont lancés, non pas grâce à moi, mais parce que j'ai peut-être suscité un petit peu leur curiosité, leur envie en soi. Et donc ouais, ça c'est des messages effectivement qui, quand on les lit, font chaud au cœur et nous rappellent en fait ah mais c'est trop bien, voilà, Ouais. je le partage juste pour moi, juste pour montrer un petit peu ce que je vis, et puis certaines personnes peuvent s'y associer et potentiellement se lancer, c'est parfait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On a fait un bon tour. Merci à toi, Quentin, d'avoir donné un petit peu de ton temps, de nous avoir reçus, de nous avoir partagé ton expérience, ta vision des choses. On retient évidemment, en tout cas moi, ce que je retiens, bah, c'est finalement la phrase on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est Bah, vrai, c'est pas qu'un slogan, c'est vrai. c'est une réalité dans la grande majorité des cas pour les arbitres amateurs et évidemment professionnels. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura vraiment intéressé, que vous aurez appris des choses. Moi, ça a été mon cas. Et merci évidemment aussi à Daniel, toujours présent derrière cette caméra. Et on se retrouve très bientôt. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, merci à vous d'être venu en tout cas, parce que vous êtes venu de loin, et c'était un plaisir en tout cas de me prêter au petit jeu de l'interview avec ce matériel incroyable et ces personnes incroyables aussi. Donc franchement, merci d'être venu, et puis c'était un vrai plaisir d'avoir répondu à vos questions en tout cas. C'est beau. C'est beau. Ben, merci Quentin.